Donc, vous m'entendez sûrement. Alors, on va reprendre les discussions avec ce deuxième atelier qui porte sur le repositionnement politico-diplomatique des puissances vis-à-vis du Moyen-Orient. Ferry de Kerkhove, ce matin, disait qu'il y avait quand même peu de présentations sur le Canada. C'est vrai, mais on aura quand même l'occasion d'entendre deux conférenciers nous parler un petit peu du rôle du Canada dans la région. On sait que M. Trudeau est premier ministre du Canada depuis 1 an, 5 mois et 17 jours, précisément. J'ai regardé sur Internet tantôt. Et on peut encore se demander s'il y aura rupture par rapport à la politique de son prédécesseur, continuité. Quelle sera aussi la position d'Ottawa en ce qui a trait aux politiques d'un autre leader important, M. Donald Trump, dans la région. M. Trump est au pouvoir depuis 90 jours, lui. On se demande encore ce qu'il fera en Syrie, s'il poursuivra avec une politique un peu militariste dans la région. On sait qu'il y a eu des attaques ciblées, prudentes. Est-ce que ces attaques seront suivies d'autres avancées de ce type dans la région? Que fera M. Trump pour décimer l'État islamique en Irak, en Syrie? Donc, on se pose encore beaucoup de questions en ce qui a trait à cette politique étrangère. Et M. Trump, ça a été mentionné tout à l'heure aussi par M. de Kerkhove, s'est entouré de nouvelles personnes aussi au sein de la Maison-Blanche, des gens comme Mattis, des gens qui ont peut-être une vision un peu plus classique du rôle des États-Unis dans le monde. Et par conséquent, peut-être que même la politique de Trump au Moyen-Orient finira par ressembler un petit peu à celle de Barack Obama ou même à celle que proposait de mettre de l'avant son adversaire, Mme Clinton, durant l'élection présidentielle de 2016. Et on va aussi parler de la Russie aujourd'hui. M. Poutine, lui, je parlais à Yann Brault tout à l'heure et j'en ai parlé souvent avec Nicolas Chibaev, notre diplomate en résidence, mais on sait que M. Poutine est dans les milieux ou à la tête peut-être du pays depuis 1999. Bon, il a occupé des fonctions diverses. Mais on peut se demander comment M. Poutine, lui, se comportera, comment la Russie se comportera dans la région, sachant maintenant que les États-Unis adoptent peut-être des politiques qui ne vont pas tout à fait dans le sens de ce que Poutine espérait. Et on sait que la Russie s'est peut-être émissée dans l'élection de 2016 aux États-Unis. Donc, pour l'instant, le retour sur investissement pour M. Poutine est peut-être moins intéressant qu'on l'aurait cru à Moscou, au sens où Trump ne fait pas nécessairement ce qui avait été promis dans la région et en Syrie en particulier. Donc, on va s'interroger sur le rôle du Canada, le rôle des États-Unis et le rôle de la Russie dans la région. Et on a le bonheur de recevoir 4 conférenciers qui aborderont ces questions. Et vous le savez, à la chaire Raoul Dandurand, on valorise beaucoup les liens entre des universitaires avec les praticiens. Donc, on aura l'occasion d'entendre 2 universitaires aujourd'hui. Je vais vous les présenter tout de suite. Aurélie Campana est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme. Elle est également professeure au département de sciences politiques à l'Université Laval et elle est membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à la chaire Raoul Dandurand. Donc, elle nous parlera de la Russie, mais pas tout de suite. Vous entendrez plus tard aussi un ami et collègue, Paul Lanz. Paul Lanz is a senior lecturer in the Department of Politics and International Affairs at Northern University in Flagstaff, Arizona. And Paul was mentioning when we were having coffee during the coffee break that we've known each other for 10 years, and it's today because we met at the ISA in April. It was in, where was it? Chicago, because we've been all around at the ISA, but it's been 10 years today that, we've known each other for 10 years, and it's April today. So it's an interesting coincidence, but I wanted to invite Paul Lanz, who's a specialist of the Middle East, but also of U.S. foreign policy. And he teaches and researches in the fields of international relations and comparative politics with a focus on civil-military relations, Middle East politics, and U.S. national security and foreign policy. He just published a book, and you can see the book outside at the book table, on civil-military relations in the Islamic world that was published in September 2016. Et donc, Paul Lanz va nous parler de la politique étrangère des États-Unis dans la région et en particulier en ce qui a trait au conflit syrien. Donc, 2 universitaires qui auront l'occasion
d'interagir avec deux praticiens. Et donc ça, c'est une des grandes valeurs de la chaire Raoul Dandurand. On aime qu'il y ait un dialogue entre les universitaires et les autres acteurs de la société, les médias et tout ça, mais les praticiens surtout. Donc vous aurez l'occasion d'entendre M. Louis Delorimier, qui, avant d'entrer au ministère des Affaires extérieures du Canada en 1982, à titre d'agent diplomatique de la filière politique et économique, a été coopérant du service universitaire canadien Outre-mer, puis directeur des programmes de coopération internationale de ce même service à Montréal. Il a été journaliste et chef de pupitre au Journal de Montréal, à la presse ici à Montréal aussi. Et à Ottawa, M. Delorimier a été adjoint ministériel aux affaires parlementaires du très honorable Joe Clark, qui était alors secrétaire d'État aux Affaires extérieures, et a été affecté à l'étranger aux ambassades du Canada à Abidjan, à Séoul et à Paris. Il a été également ambassadeur du Canada au Liban de 2005 à 2008. Il a coordonné l'évacuation de 15 000 Canadiens lors du conflit entre Israël et le Hezbollah. Donc, il a une expérience pratique, une expérience terrain dont il nous fera profiter aujourd'hui. Je le remercie d'avoir accepté notre invitation. Mais commençons tout d'abord avec une présentation du major général Dennis Thompson, qui est un ingénieur diplômé qui détient un baccalauréat en génie mécanique, une maîtrise en sciences militaires appliquées et un diplôme du Collège militaire royal du Canada à Kingston. Cette année, il fêtera ses 39 ans de service en uniforme. Au sein du Royal Canadian Regiment, il a conduit plusieurs missions à Winnipeg, à Chypre, en Allemagne, et la première mission de l'OTAN en Bosnie. Il occupera également le poste d'agent des politiques détaché au ministère des Affaires étrangères, prendra le commandement de la force opérationnelle de l'OTAN à Kandahar, en Afghanistan, de mai 2008 à février 2009. Puis, à partir de 2011, il exerce la fonction de commandant du commandement des forces d'opération spéciales du Canada, prend ensuite les commandes de la force multinationale et observateur en 2014, qu'il cédera le 1er mars 2017. Monsieur Dennis Thompson, c'est un honneur de vous recevoir. Je vous remercie de participer à cette discussion et je vous donne tout de suite la parole. Merci beaucoup. Première chose à vous dire, c'est évidemment, je suis un anglophone et des fois, je vais utiliser des mots anglophones parce que je ne connais pas comment les traduire. Sauf que tous les dispositifs sont en français parce que j'ai un petit staff qui m'a déjà aidé. Et c'est la raison pour laquelle, comme je suis un général, je ne suis pas capable de faire, après 9 ans, presque, je ne suis pas capable de faire n'importe quoi à ce moment parce que on souffre, tous les généraux, d'une maladie qui s'appelle AHS, Acquired Helplessness Syndrome. Sauf aujourd'hui, I have the laser pointer. Sois prudent. Comme vous avez déjà entendu, j'ai commencé à Saint-Jean-sur-la-Richelieu et je suis marié à une belle Québécoise qui m'a toujours dit que « Dennis, tu as un accent épouvantable. » Mais on va essayer quand même. Aujourd'hui, on va parler d'une mission de maintien de la paix en Égypte. Et mon thème, parce que c'est nécessaire d'avoir toujours un thème, c'est « Adapter ou mort ». Adapt or die. Prochaine. Et on sait que le Sinaï est important parce que cet article vient de l'Economist. Et tout le monde sait que c'est le seul journal au monde qui ne publie pas le fake news. Premièrement, on parle de l'origine de MFO. En 1978, ces 13 hommes-là, M. Anwar Sadat, Jimmy Carter et puis Menachem Begum, ils ont eu une entente pour finir la guerre entre ces deux pays. Mais ça a pris 4 ans avant d'avoir une mission de maintien de la paix parce que c'était impossible d'avoir un agrément dans le Security Council parce que les Russes sont contre l'idée d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Et c'est la raison pour laquelle on a cette petite badge orange. Parce que nous, on est une mission de maintien de la paix qui était
financé par Israël, l'Égypte et finalement les États-Unis. Si on était une mission de paix des Nations Unies, on était moi j'appelle cette mission une mission de vérification, parce que nous, on n'est pas un chapitre 7, mission de Peace Enforcement, on n'est même pas une mission propre de mission de maintien de la paix, chapitre 6, on est plutôt comme une mission de 5,7. Vérification seulement. Et on n'a pas vraiment des bons règles d'engagement. Next. C'est une force on a commencé avec environ 1600 soldats, 550 environ, plus de 500 employés locaux et 150 civils expats. On est dans le Sinaï, évidemment, on peut le voir ici. 3 zones, A, B, C et D. Et il y a des limites dans chaque zone pour les forces d'Égypte et Israël. Et ces limites sont vérifiées chaque 2 semaines. Et on a, dans zone C, tous nos militaires. En 2014, environ 1000 à El Gora ici, un autre 400 dans Sharm el-Sheikh, et 28 postes d'observation distribués ici, partout dans la partie l'est de Sinaï, avec un bataillon de Fidji, un autre de Colombie et finalement un bataillon des États-Unis. Pour vérifier le transit les 3 de terrain, il y a 3 navires d'Italie et finalement on a des hélicoptères, 8 Black Hawk des États-Unis, une Casa qui vient de la République tchèque et finalement un petit Beechcraft qui vient des États-Unis. Tout ça, c'est la force qui est au Sinaï. Next. Pour nous, le défi était, pendant cette période, parce que j'étais là pour 3 ans, c'était l'arrivée de l'État islamique. Ils ont commencé comme un groupe qui s'appelle Ansar Beit al-Maqdis, un groupe terroriste qui était plutôt ciblé sur les forces égyptiennes, mais le 14 novembre 2014, ils ont pris le nom l'État islamique, la province Sinaï de l'État islamique ou Wilayat Sinai. Et dans ce moment-là, moi j'ai commencé à penser de qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les soldats de l'Ouest qui sont dans le désert à côté d'eux autres, parce qu'ils étaient plutôt au nord-est de Sinaï, dans les villes de El Arish, de Sheikh Zoued et Rafah, tout près de la bande de Gaza. Et j'ai posé toujours 3 questions. Est-ce qu'ils reçoivent l'argent qui vient de l'État islamique? Deuxième question, est-ce qu'il y a des foreign fighters, des combattants qui viennent de l'extérieur? Et troisièmement, est-ce qu'il essaie de mettre en pratique la loi Sharia, shadow governance? Ces 3 éléments-là. Parce que nous qui étudions l'État islamique, on sait qu'il y a 4 façons qui vont dans un secteur. La première chose, ils infiltraient le secteur. Deuxièmement, ils intimidaient les citoyens et la population. Troisièmement, ils essaient de prendre un morceau de terrain et lever le drapeau de l'État islamique. Et quatrièmement, ils commençaient de gouverner. Et c'est exactement comme ça, ils ont fait ça en Irak, en Syrie et on peut dire même en Libye. Mais ici, en Égypte, ils avaient beaucoup de difficultés parce que les Israéliens ont été contents d'autoriser que l'Égypte introduise de plus en plus forces armées dans le secteur nord-est de le Sinaï. Next. Mais nous, on était ciblés quand même. Et on était touchés pour 2 raisons. Une cible qui utilise pour exacter les demandes du gouvernement égyptien. Leverage. Ils nous utilisent comme leverage. Et deuxièmement, ils nous utilisent comme une cible. On était des cibles collaterales. Des fois, on était dans
le mauvais endroit, le mauvais moment. Ça, c'était un exemple d'un attentat de 6 mortiers de 60 mm. La chose qui est intéressante ici, ça c'est de manufacture iranienne qui prouve le lien entre Hamas dans la bande de Gaza et nos amis de l'État islamique au Sinaï. Très intéressant. Et c'était un attentat pour libérer une femme bédouine. Next. On a eu des IEDs, des engins explosifs improvisés. Next. Même contre nos amis américains, 4 soldats de Texas National Guard qui étaient blessés dans cet incident. Next. Des roquettes qui étaient tirées sur nous. C'est un autre cas pour exacter des demandes du gouvernement égyptien. Des choses intéressantes, juste les moteurs, pas de no warhead. Ils lancent juste les roquettes chez nous. Next. On a eu des autres attentats plus ou moins complexes comme celui-là, qui était un EFP en anglais, c'est un Explosively Formed Projectile. C'est très sophistiqué, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu en Afghanistan, c'est plutôt quelque chose qui arrive de l'Irak. Et ça, c'est environ 3 km de la frontière avec la bande de Gaza. Et encore, je suis convaincu que c'était un attentat qui vient de le lien qui existe entre les deux organisations. Next transition. Vous voyez que c'est là qu'on a un tripwire et c'est fait dans une façon que l'arme fait un trou comme ça et continue jusqu'à... Ça, c'est la mer Méditerranée derrière. Mais le pneu, perfect. No holes in that. Just the battery that got taken out. Les trois soldats qui étaient dans ce véhicule, shaken, not stirred. Ils étaient contents. Mais je suis convaincu que celui-là, c'était fait pour nos amis égyptiens parce que, next, le 16 octobre 2015, c'était un vendredi, c'est plutôt la journée de rest pour nos amis égyptiens. Et les Fidjiens ont quitté leur poste d'observation avant les Égyptiens. Et next transition, si vous voyez que si c'était eux autres dans un Fahad, c'est le nom de cet véhicule armé, ça va pénétrer ici et tuer le chauffeur et le commandant. Et aussi, ils n'ont pas mis ça sur les réseaux sociaux. This didn't make it on social media parce qu'ils sont tellement bons avec le social media qu'on peut même... On a pris beaucoup de renseignements grâce à leur production dans les médias sociaux. Next. On était des fois frappés par l'autre arme. Celui-là vient malheureusement un accident de nos amis égyptiens. Next. Mais chez nous, parce que j'ai dit qu'il faut toujours adapter ou mourir, j'ai dit qu'il faut d'autres équipements. Et nos amis américains, ils ont envoyé des caméras, des radars et des vrais véhicules blindés pour nous aider. Ça, c'est l'équipement. Next. Ils ont ajouté des 4 qu'on s'appelle gun in a box. C'est une mitrailleuse de calibre 50. Et aussi, on a ajouté 20 autres véhicules blindés qu'on a achetés parce que l'MFO, c'est une organisation qui est gérée comme une entreprise. On a notre propre argent et je vous donne le défi, dans n'importe quel gouvernement, est-ce que c'est possible d'acheter un véhicule blindé dans 6 mois? Je peux vous dire que c'est impossible, mais chez nous, on était contents de recevoir cela. Next. Et puis, même avec ça, dans le mois de mai 2016, on a reçu, comme on dit en anglais, Real Incredible Intelligence, des renseignements très importants qui nous disent que c'est le temps de... L'État islamique va changer leur approche et peut-être ils vont vous attaquer.
Et pendant cette période, malheureusement, on a reçu une autre bombe de nos amis égyptiens qui a fait ce dommage que vous voyez là. Next. Et dans un seul soir, le 22 mai 2016, et je pense que Louis va parler d'un plus grand mouvement de personnel, on a envoyé 376 personnels de notre base au nord à Herzliya Air Base en Israël avant de les mettre au sud. Et dans une soirée, on a changé notre base de logistique et commandement au nord jusqu'au sud, et on a laissé que 400 soldats, 450 soldats au nord. Next. Et maintenant, on a enlevé tous les postes d'observation. C'est une forme d'adaptation. Et on n'a que 15 postes d'observation au Sinaï. On a éliminé les bataillons qui sont basés sur les nations. C'est juste un au nord, un au sud. Et finalement, prochaine, ils sont en train, jusqu'à mai 2017, de faire une conversion de tous les sites qui sont à l'intérieur d'Égypte dans des sites qui sont opérés avec des caméras et pas de soldats. Et sur la frontière avec Israël, toi qui ont des hommes et toi qui couvres le sud, l'étroit de Tiran. Et c'est comme ça qu'on a fait des adaptations pour rester en place et pour toujours être capable de mener notre mandat. J'ai utilisé ça comme un exemple parce que les UNDOF ont eu une grande crise en 2015 quand ils ont eu 40 soldats fidjiens qui étaient pris comme otages parce qu'ils n'étaient pas capables de faire les changements nécessaires dans le temps nécessaire pour éviter El-Nusra. Et après cette période, la mission de maintien de la paix UNDOF avait que 3 postes d'observation et ils étaient complètement hors du combat grâce à cette inability to change. Et voilà, je pense que ça c'est tout. Ah oui, j'ai juste une chose. Allez, go. Un petit commentaire sur la campagne de nos amis égyptiens. Ça, c'est un livre Rand Publication, 70 insurgencies depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait une grande étude, 24 concepts. Hey, go ahead and look at the one that doesn't work. Et c'est exactement ça. C'est exactement la piste qui est suivie maintenant en Égypte par nos amis des forces de sécurité égyptiennes, malheureusement. Mais éventuellement, ils vont comprendre que ce n'est pas la façon de gérer cette insurgence. Next. Et voilà. Merci beaucoup. 15 minutes pile. 15 minutes pile, à la seconde près. Non, pour vrai, 15 minutes pile. 0, 0, 0, 0, 15 minutes. Wow! Bon, ben j'ai plus de rôle à jouer ici, je vais aller m'asseoir. Je vais aller m'asseoir là-bas. Ah, les universitaires s'en viennent. OK, on me dit que les universitaires s'en viennent. Yeah, military position. That was it. OK, on va maintenant y aller avec M. Louis Delorimier et une présentation sur la diplomatie canadienne, le cas du Liban. Un ancien UQAMien, selon ce que j'ai pu comprendre également lors de notre discussion avant l'atelier. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le major général Thompson. Effectivement, j'étais ambassadeur du Canada au Liban en 2005, quand il y a eu en 2006, à partir de 2005, quand il y a eu la crise entre le Hezbollah et Israël. Et les forces armées canadiennes nous ont porté main forte, c'est le cas de le dire. Ça a été formidable et c'est M. Thompson qui, je crois, coordonnait tout ça à partir d'Ottawa, en partie en tout cas. Et on a fait un travail admirable. Comme vous savez, on a évacué 15 000 personnes. J'ai le record de tous les temps d'avoir coordonné une telle opération pour le Canada. Je ne sais pas si je vais être dans le livre des records Guinness, mais enfin. Mais
c'est pas le sujet c'est pas le sujet de mon intervention aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler du virage à 180 degrés de la politique du Canada concernant le Moyen-Orient. Mais je ne peux pas résister à l'envie de vous faire une petite anecdote à propos de cette fameuse opération d'évacuation. Est-ce qu'il y en a ici qui se souviennent de cette opération-là? Oui. Vous vous souviendrez peut-être que le premier ministre Harper venait d'être élu et il s'était rendu au sommet du G8 à l'époque, c'est 8, maintenant c'est 7, à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, il avait détourné son avion, son Airbus, sur Chypre pour recueillir les premiers évacués. Hein? Et Dieu sait qu'on a eu de la difficulté à les sortir, ces premiers évacués. J'ai eu peur. Mais enfin, on a réussi à lui envoyer un premier contingent d'évacués à partir du Liban par bateau. Et dans l'avion qui se dirigeait vers Montréal et Ottawa, je suppose, il y a une dame libano-canadienne, parce que la plupart des Canadiens qu'on a évacués étaient des doubles nationalités, qui a approché un conseiller du premier ministre Harper et qui s'est plaint amèrement des conditions pénibles dans lesquelles elle et les autres avaient été évacués à partir du Liban. Bien sûr, on travaillait dans des conditions horribles, vous imaginez bien. Alors, c'était pas la croisière s'amuse, hein? Alors, le conseiller du premier ministre lui a dit, et je l'ai écrit ici, du premier ministre Harper lui a dit: « Madame, vous savez, notre ambassadeur à Beyrouth, c'est-à-dire moi-même, a été nommé par le gouvernement libéral précédent. Ne vous inquiétez pas, nous allons le remplacer par quelqu'un de compétent. » Alors, vous imaginez que ça vous motive pour faire ce genre d'opération. Enfin, attaquons le sujet qui nous intéresse. Moi, je vais vous parler d'abord du conflit et ensuite, surtout, de la politique étrangère du Canada liée à ce conflit. Alors, le conflit a eu lieu à l'été 2006. Vous savez que le Hezbollah a attaqué une patrouille des forces armées, des forces de défense israéliennes, Tsahal, 8 sur la frontière libano-israélienne. 8 soldats israéliens ont été tués, 2 ont été capturés. Officiellement, donc, Israël a lancé une riposte pour récupérer ces 2 soldats capturés. Mais on s'est vite rendu compte que c'était une riposte extrêmement musclée qui dépassait très largement simplement la recherche de libération de ces 2 soldats, qui, soit dit en passant, de toute façon, étaient probablement déjà décédés. On l'a su par la suite. Il y a eu 1200 Libanais tués et 4000 blessés. Il y a eu la plupart des civils. Il y a eu 150 Israéliens tués, la majorité des militaires et plusieurs centaines de blessés, bien sûr. Ça donne une idée de l'ampleur de l'intervention. Beyrouth, la banlieue sud de Beyrouth, où se trouvait le quartier général du Hezbollah, a été rasé. Toute la région de Tyr a été rasée. C'est un peu le fief, si vous voulez, la région où on retrouve les chiites libanais. 1 million de Libanais ont été déplacés à l'intérieur du pays. Les infrastructures un peu partout, les ponts, les routes, etc., tout a été détruit d'une manière très chirurgicale, comme on dit. C'était très violent. Le 11 août 2006, le Conseil de sécurité a passé la résolution 1701 qui précise les conditions de cessation des hostilités et de cessez-le-feu. Évidemment, le Hezbollah a qualifié sa résistance de victoire divine. Évidemment, c'est le parti de Dieu, donc c'est une victoire divine, ça va de soi. Hassan Nasrallah a estimé que le Hezbollah avait détruit le mythe de l'invincibilité de l'armée israélienne, brisé la crainte qu'elle suscitait dans la région
et crédibiliser la stratégie de la résistance islamique en opposition à celle de l'apaisement et de la reddition pratiquée par les autres pays arabes. Alors, vous voyez la division déjà qui s'installait entre le Hezbollah et les autres membres de la communauté libanaise, mais aussi les autres pays de la région. Évidemment, les Israéliens et les pays occidentaux, Washington en tête, ont plutôt parlé d'un Hezbollah qui était perdant, puisque la résolution 1701 renforçait la FINUL, la force des Nations Unies au Liban, qui était sur place depuis plus de 20 ans, mais qui était relativement peu efficace, et autorisait surtout le déploiement de l'armée libanaise le long de la frontière israélienne. Alors, la conclusion, c'était que le Hezbollah a été isolé, et isolé aussi parce que le reste du Liban, les communautés sunnites, les communautés druzes, chrétiennes bien sûr, avaient découvert la puissance des armes du Hezbollah, faisant du Hezbollah presque un État dans l'État au Liban. Je passe très vite parce qu'il faut bien souligner que finalement, cette guerre-là était bien plus qu'une guerre ou un conflit entre le Hezbollah et Israël. C'était, et ça a été mentionné ce matin, c'était et je vois que le temps passe trop vite, c'était une guerre de procuration entre les États-Unis et l'Iran, ou entre les alliés des États-Unis et les alliés de l'Iran, y compris la Syrie, etc. Il y a de bien nombreuses raisons qui ont sous-tendu cette crise. L'important, c'est de se souvenir qu'il y a eu le 11 septembre aux États-Unis et George Bush a développé cette politique néoconservatrice en parlant de l'axe du mal. L'axe du mal, c'est l'Iran et la Syrie. Et son plan était évidemment de reformater le Moyen-Orient pour l'aligner sur les valeurs occidentales. J'en arrive à... Je vais vite, mais enfin, j'en arrive à la diplomatie canadienne. Bon, des collègues, Paul Heinbecker, par exemple, et un prof, Besma Momani, de l'Université de Waterloo, ont écrit un bouquin qui s'intitule « Canada and the Middle East, in Theory and Practice ». Et je cite une phrase qui est très importante. C'est grâce à l'absence de passé colonial et impérialiste que le Canada a pu développer une identité diplomatique reconnue comme impartiale et constructive tant par les Israéliens et les Arabes. Michael Bell, un autre collègue ambassadeur, avait écrit aussi « Le Canada a toujours prôné la nécessité d'un État légitime et indépendant pour les Palestiniens et un État vivant en paix et en sécurité pour les Israéliens. Ce faisant, le Canada a toujours plaidé en faveur de la protection des populations civiles et de l'autodétermination pour les deux peuples, favorisant la négociation plutôt que l'usage de la force. » On connaît le rôle de médiateur du Canada. Je pourrais vous parler de Lester B. Pearson en 1956 et de la crise de Suez qui a mené à la création des casques bleus. Le Canada s'est développé une réputation de honest broker, c'est-à-dire de courtier honnête dans la région, ce qui n'a pas empêché le Canada de critiquer Israël, mais un peu en considérant qu'il est normal de critiquer un ami. Je n'ai pas à vous dire que Pierre-Éliott Trudeau n'est pas allé de main morte par rapport aux colonies, par rapport à l'implantation des colonies, puis par rapport aussi à l'invasion israélienne du Liban en 1982. Joe Clark a critiqué Israël pour la violence excessive lors de la première intifada. Jean Chrétien a refusé d'envoyer des troupes en Irak, mais a accepté de mettre le Hezbollah sur la liste des groupes terroristes en 2002. Je passe rapidement. Cet équilibre a commencé à vaciller sous Paul Martin, quand le Canada s'était abstenu lors d'un vote aux Nations Unies concernant le fameux mur israélien
alors que 150 pays des Nations Unies ont voté pour la destruction du mur et des réparations, etc. Là, ce qu'il faut dire ici, c'est l'arrivée du Parti conservateur. Il y a un article très intéressant d'un dénommé Scott Staring du Georgian College University Partnership Center qui fait un parallèle entre la pensée politique de Stephen Harper et celle de Leo Strauss, qui est ce philosophe allemand qui a conçu les bases de la politique néoconservatrice américaine. Bush, néoconservateur, Stephen Harper, néoconservateur. La plus forte affirmation de cette politique néoconservatrice de la part du gouvernement de Stephen Harper est venue de la bouche de Peter MacKay, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré, et ça, quelques jours à peine après le massacre de Cana, vous vous souvenez peut-être le massacre de Cana, où des dizaines de femmes et d'enfants sont morts sous les bombes israéliennes. MacKay a déclaré « Il y a une différence marquée entre un pays démocratique qui défend la vie de ses citoyens, Israël, et une armée terroriste, le Hezbollah, qui se consacre à tuer et à détruire. » Alors, le message était lancé, c'était vraiment l'approche néoconservatrice du bien, de l'axe du mal, du bien et du mal. Le Canada est du côté du bien et le Hezbollah est du côté du mal. Alors, rapidement, je rappelle que Louise Arbour, elle, a pris le contre-pied de cette déclaration lorsqu'elle était haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, quand elle a dit « Quand les obligations légales régissant la conduite des hostilités sont violées, la responsabilité personnelle et juridique peut être engagée, en particulier pour ceux qui occupent des postes de commandement. » Alors, c'est la suggestion que peut-être qu'un des côtés n'avait pas le monopole des crimes de guerre et même ça renvoyait à d'autres accusations qui avaient été lancées contre Israël au sujet du terrorisme d'État. Mais enfin, je me sers de cette dernière citation de Michel de Salaberry, un autre ambassadeur du Canada, spécialiste de la région, qui dit la chose suivante. Il y a une question stratégique. Est-ce qu'on impose un règlement ou est-ce qu'on trouve un compromis politique? Plus on use de la force, plus on crée d'ennemis et plus on a besoin de force. La stratégie des néoconservateurs américains est un engrenage dont on ne pourra pas sortir. Même les Américains ne sont pas assez puissants pour occuper le Moyen-Orient entier. Et c'est dans un processus comme celui-là que le Canada risque de s'engager. Alors, la diplomatie canadienne a fait ce virage. Je conclus en soulignant les grands éléments de ce virage de la diplomatie canadienne. Alignement sans réserve sur la politique néoconservatrice américaine, appui inconditionnel à Israël, remise en question de la légitimité des Nations unies, et notamment de l'intérêt ou de l'efficacité des missions des casques bleus, et plutôt valorisation de la force militaire, notamment, au détriment de la diplomatie. Je vous remercie. Bravo. « 14 minutes 50 secondes, 32 centièmes. » Oh là là, on y était presque. Il me reste 30 secondes. Donc, non, ça veut dire qu'Aurélie a 10 secondes de plus pour sa présentation. Bien sûr. Aurélie Campana va nous parler de M. Poutine et de la Russie au Moyen-Orient. Merci Frédéric, merci Agnès, merci Samy, merci surtout Agnès qui m'a soufflé le titre de la présentation et ça c'est un petit peu à sa demande que je vais aborder cette question. Poutine au Moyen-Orient, est-il un tacticien ou un stratège ?
Je ne connais pas Monsieur Poutine personnellement. Je l'ai approché il y a des années de ça quand j'avais une autre casquette, que je travaillais pour le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Et vous imaginez bien que quand on travaille à défendre les droits de l'homme, on n'est pas forcément les bienvenus dans le bureau de M. Poutine, donc la rencontre était plutôt tendue. Je ne suis pas non plus spécialiste de la politique étrangère de la Russie. Je travaille sur le Caucase, sur l'islam politique en Russie, mais en travaillant sur le Caucase, sur la Tchétchénie en particulier, je me suis beaucoup intéressée au mouvement de combattants étrangers russes et russophones en Syrie. J'enseigne aussi sur la Russie et cette question de la position de la Russie au Moyen-Orient revient très très fréquemment. Alors, on a abordé dans le panel précédent l'importance des facteurs géostratégiques, la question de l'instrumentalisation. La Russie aujourd'hui est devenue un acteur central au Moyen-Orient et beaucoup de choses ont été dites sur l'instrumentalisation de réciproque entre Assad et Poutine. Et je vais essayer de toucher un petit peu cet aspect-là en répondant à la question qui m'a été posée. Alors, Poutine est-il un tacticien ou un stratège ? Poutine a toujours été considéré depuis son arrivée au pouvoir par bon nombre d'observateurs, d'analystes et de spécialistes de la Russie comme étant un excellent tacticien, mais un piètre stratège. Certains ont quelque peu réévalué leur positionnement quand Poutine a lancé son aviation à la demande, entre guillemets, de Bachar el-Assad en Syrie, dans un contexte dans lequel les Américains se désengageaient relativement de la région, où Barack Obama a semblé hésiter plus d'une fois sur l'attitude à tenir quant à le positionnement de Bachar el-Assad, mais je pense que cette révision, en quelque sorte, que des analystes ont fait de la position de Vladimir Poutine, aujourd'hui, elle doit être éclairée sous un nouveau jour. Alors, bien entendu, il y a les bombardements que les Américains ont effectués il y a quelques semaines de ça sur une base militaire en Syrie, mais surtout l'attitude de la Russie dans la région, et particulièrement sur le dossier syrien, montre bien que Vladimir reste très certainement un très très bon tacticien, mais il est toujours un stratège relativement piètre. Et je vais essayer de l'illustrer à travers quelques points. Alors, il y a trois volets principaux de la politique étrangère russe au Moyen-Orient. Mon collègue Pierre Razou aura peut-être l'occasion de les aborder tout à l'heure. Donc moi, je vais simplement me contenter de mentionner ou d'articuler ma réflexion autour du dossier syrien. Mais on ne peut pas totalement évacuer la diplomatie de l'énergie et ce que j'appelle le facteur musulman, religieux, moi qui m'intéresse énormément. Je rappellerai quand même à toutes fins utiles qu'environ 15% de la population en Russie est de confession musulmane et que dans un contexte dans lequel la croissance démographique en Russie reste excessivement fragile, ce sont les régions musulmanes qui connaissent une croissance démographique beaucoup plus importante que les régions peuplées à majorité de Slaves ou de Russes ethniques, comme le disent certains. Alors le niveau d'engagement de la Russie au Moyen-Orient, il est élevé, mais il traduit un certain nombre d'incongruités ou d'inconstances. Certains diront même que la politique étrangère russe est totalement illisible, et plus encore quand il s'agit du Moyen-Orient. Moi, je ne dirais pas qu'elle est totalement illisible. En revanche, elle est marquée par un pragmatisme certain, qui est une constante, dirais-je, dans la politique étrangère russe depuis la naissance de la Fédération de Russie en 1991. Et si on a pu croire à l'arrivée de Vladimir Poutine au poste de président en 2000 que une élaboration d'une politique étrangère russe un petit peu plus consistante allait mener à l'abandon de ces postures pragmatiques, je pense qu'on s'est totalement trompé, puisque les Russes continuent à développer une politique étrangère qui reste très très largement pragmatique. Politique étrangère qui est soutenue par un très grand activisme, entre autres au Moyen-Orient. Alors, le Moyen-Orient est d'ailleurs vu par les Russes comme un cadre d'intervention, de projection des orientations de la politique étrangère, aujourd'hui plus que dans les années 90. L'objectif des Russes n'est clairement pas, me semble-t-il, de recréer des zones d'influence, comme ce qui a pu se faire durant la guerre froide, mais plutôt de tenter d'appuyer dans cette région comme dans d'autres leur vision des relations internationales et de soutenir leurs orientations de politique étrangère. La priorité pour la Russie, et ça on le voit vraiment depuis l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, même si c'est quelque chose qui sous-tend la politique étrangère russe depuis 1991, la priorité est donnée aux relations bilatérales, ce qui donne quelquefois l'impression d'une déconnexion entre intérêts économiques et positionnement géopolitique.
Alors, la Russie s'est rapprochée des années 90 de l'Iran, elle a tenté de se rapprocher de la Turquie, mais mon collègue Ferit Kerkhoff l'a mentionné tout à l'heure, le mariage est très difficile, pour ne pas dire indigeste. Aujourd'hui encore, il y a eu un rapprochement il y a quelques mois, et finalement, la fracture entre la Russie et la Turquie est réapparue à la faveur des bombardements américains sur la base militaire de Shariat en Syrie. Poutine essaye aussi de resserrer les liens avec l'Égypte d'Al-Sisi. Là encore, ça semble fonctionner, mais il faut voir ce que ça peut donner. Avec l'Arabie Saoudite, les relations sont très, très en dents de scie. Il se rapproche de ces pays du Moyen-Orient sans tenter de négliger Israël, mais Israël commence un petit peu à se contracter au vu de la politique actuelle de la Russie dans cette région. L'objectif ultime de Vladimir Poutine, de la Russie en règle générale, c'est de réaffirmer le statut de grande puissance de ce pays sur la scène internationale. Objectif qui est sous-tendu par certains relents, des relents d'anti-américanisme de plus en plus affirmés, ce qui s'explique aussi par des éléments de politique intérieure, la promotion d'un patriotisme à la russe, sur lesquels j'aurai malheureusement pas le temps de revenir, sinon mon collègue va agiter ses petits cartons de couleur. Mais c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir durant la période de questions, parce que ça me semble très très important pour comprendre les orientations actuelles de la politique étrangère russe. Donc la Russie s'emploie à défendre une certaine conception des relations internationales qui passe par l'expression d'une opposition, pour ne pas dire d'une aversion grandissante, à l'endroit des interventions militaires ou pas, occidentales, américaines entre autres, qui visent à un changement de régime. Le ressentiment est toujours très très fort en Russie, à la suite des interventions au Kosovo, en Libye, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a vraiment l'impression à lire les discours des dirigeants russes, Vladimir Poutine, Medvedev et autres, hein, que ce ressentiment est d'autant plus fort que les Russes ne digèrent absolument pas la réaction des Américains, des Occidentaux de manière générale, à leur intervention en Ukraine, intervention qui a toujours cours, mais dont on ne parle pas, qu'on ne parle plus, pardon. Donc, cette intervention russe au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Syrie, elle est à replacer dans cette dynamique de contestation de l'ordre mondial tel que dominé, selon les Russes, par les États-Unis. Bien entendu, il y a des considérations économiques, militaires qui ne sont pas à négliger, mais il me semble que ce n'est pas l'essentiel. Alors, est-ce que finalement, l'intervention russe en Syrie dénote des qualités de stratège de Vladimir Poutine? Comme j'ai dit tout à l'heure, non, pas vraiment. Par contre, au niveau tactique, il y a eu des succès qui sont ponctuels et qu'on ne peut pas totalement négliger. Il y a déjà une tactique politique qui a semblé fonctionner au moment où l'intervention a été décidée en septembre 2015, puisqu'on était à un moment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, où les États-Unis d'Obama et l'Union européenne semblaient quelque peu démunis face à la continuation du conflit, face à l'impossibilité également de voir la victoire d'un côté comme de l'autre. Il y a également une tactique militaire qui a plus ou moins fonctionné. D'abord, la Russie a démontré qu'elle était capable de projeter ses forces à l'extérieur de sa zone d'influence immédiate. Jusqu'à maintenant, jusqu'en septembre 2015, la Russie n'était intervenue militairement qu'en Géorgie, qu'en Ukraine. Elle a également fait partie de forces de maintien de la paix qu'il faudra mettre entre beaucoup de guillemets, là aussi en Géorgie, au Tadjikistan, mais toujours dans cette zone d'influence. Elle n'était pas intervenue militairement en dehors de cette sphère d'influence dite naturelle, ce qu'on appelle l'étranger proche de la Russie. Donc cette intervention en Syrie a démontré qu'elle était capable de le faire. Elle a démontré également que la Russie s'était dotée de capacités militaires en constante amélioration. Je veux dire, l'intervention en Syrie a été débutée par, je ne suis pas très très forte en quincaillerie de manière générale, mais par le lancement de missiles depuis la mer Caspienne. Et les militaires russes ont croisé très très fort les doigts parce qu'ils ne savaient pas où ces missiles finiraient par atterrir. Finalement, ils ont atterri au bon endroit. C'était la première fois qu'on les utilisait dans une opération telle que celle-ci, et certains avaient peur qu'au final, cette tentative démontre la faiblesse des capacités militaires russes, qui se sont certes améliorés, mais ils sont très très loin des Américains à l'heure actuelle. Donc en apparence, une bonne tactique militaire. L'intervention a été vue et définie comme une intervention ponctuelle entre septembre 2015 et mi-mars 2016, date à laquelle Vladimir Poutine a annoncé le retrait partiel des troupes russes. Alors, l'aviation russe est toujours présente, les troupes russes sont toujours présentes en Syrie, mais on a fait cette annonce-là.
Cette intervention militaire a indéniablement contribué à donner un avantage militaire certain aux forces loyales à Bachar al-Assad. Et le retrait, quelque part... Ah oui ? Ok. Tu vois, il fallait que tu restes. Les universitaires sont incontrôlables. Et ce retrait, ou du moins cette annonce de retrait à la mi-mars 2016, visait à envoyer un double signal. Premièrement, la Russie veut éviter un enlisement en Syrie, un petit peu à l'image de ce que les Américains ont vécu en Irak. Donc, en clair, oui, on est intervenu à la demande du président légitime syrien, mais on ne restera pas là, on est simplement une aide ponctuelle pour l'aider à reprendre militairement et politiquement le dessus sur le jeu qui est en train de se jouer dans ce pays. Et deuxième signal envoyé par les Russes, on veut aussi apparaître comme un acteur crédible. Parce que derrière cette volonté de promouvoir leur propre conception des relations internationales, les Russes veulent absolument apparaître comme un acteur crédible. Je vous rappelle quand même que les Russes ont été relativement isolés après l'aventure ukrainienne et qu'ils essayent en quelque sorte de reprendre la main sur la scène internationale, et ils utilisent leur intervention en Syrie pour ce faire. Et comment paraître comme un acteur crédible ? On donne une place aux militaires, mais on donne également une place aux politiques, puisque les Russes ont largement contribué à tenter de relancer les négociations politiques autour de la guerre civile en Syrie. Alors, à leurs conditions, avec leur propre vision, et ça on pourrait en discuter, ça ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes. Donc au final, succès tactique, succès de la tactique militaire pendant un temps, succès de la tactique politique également, mais succès mitigé, puisque le cessez-le-feu qui a été négocié, initié par la Russie, qui est rentré en vigueur le 27 février 2016, n'a pas tenu très très longtemps, donc oui, la Russie a contribué à donner l'avantage militaire à Bachar al-Assad, mais pas la victoire. Et puis, du côté politique, il y a un certain nombre de problèmes qui continuent à se poser, puisque les négociations politiques me semblent plus enlisées que jamais. De plus, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette intervention de la Russie en Syrie ? Il y avait l'idée de se repositionner au Moyen-Orient, oui. L'idée également d'apparaître comme un acteur crédible. Mais ce que voulaient surtout les Russes, c'était renouer le partenariat avec les Américains derrière cet impératif de la lutte antiterroriste et particulièrement de la lutte contre Daesh. C'est une préoccupation sécuritaire pour les Russes au même titre que pour les Américains, les Français et autres, parce que le contingent de combattants étrangers russophones aujourd'hui présents en Syrie représenterait la 3e, la 4e ou la 5e force en nombre, si vous voulez, de combattants étrangers, dépendamment des statistiques très imprécises que l'on peut avoir sur le nombre de russophones présents dans cette région-là. Le problème pour la Russie, c'est qu'elle a tenté de le faire de manière unilatérale, en se cachant derrière cette demande d'intervention de Bachar al-Assad pour soutenir son effort militaire. De plus, cette intervention, elle comporte un certain nombre d'impensés dont les Russes commencent simplement à prendre la mesure, me semble-t-il. Premièrement, en intervenant aux côtés de Bachar el-Assad et en collaborant avec l'Iran, la Russie est en train de renforcer l'axe Damas-Téhéran. Et ça, elle l'a fait de manière tout à fait consciente. Le problème, c'est que ça crée des tensions. Ça crée des tensions, et ça, je ne reviendrai pas là-dessus, on le sait, entre sunnites et chiites, mais ça crée des tensions en Russie également. Une espèce d'effet de boomerang qu'on commence à sentir dans un contexte dans lequel l'islam radical connaît une croissance fulgurante dans plusieurs régions de Russie, au Caucase du Nord, bien entendu, mais pas uniquement, en Oural, et ça devient une véritable préoccupation aujourd'hui. Et cette politique étrangère, elle semble avoir des répercussions que le pouvoir politique russe n'avait pas anticipées. Ensuite, il y a toujours un malaise. Les Russes sont intervenus en espérant renforcer leur partenariat avec les États-Unis autour de cette question de la lutte antiterroriste. Le problème, c'est que les Occidentaux restent très préoccupés par rapport aux évolutions politiques en Russie. Et ils ont également exprimé à plusieurs reprises leur malaise par rapport au bombardement russe, qui ne visait pas spécifiquement des groupes islamistes et encore moins Daesh, mais qui a d'abord et avant tout visé les opposants modérés à Bachar el-Assad, visait également les populations civiles. On en a malheureusement beaucoup entendu parler. Il me reste rien. OK. Donc, finalement là, il me semble que depuis la... Je peux grappiller 10 secondes, plus 10 secondes, plus 10 secondes, là.
Il me semble que depuis le bombardement ordonné de manière apparemment impulsive par Donald Trump de cette base militaire en Syrie, la Russie se retrouve à nouveau dans une nouvelle impasse stratégique. L'ouverture qui a semblé se donner à elle en septembre 2015 s'est refermée. Et quelle attitude va tenir la Russie ? Il y a fort à parier que le soutien à Bachar al-Assad va augmenter, même si les relations entre Poutine et Assad sont excessivement complexes et les généraux russes sont absolument fatigués, épuisés des luttes de clans autour de Bachar al-Assad. Et c'est certainement à une de ces luttes de clans que l'on doit les bombardements au gaz sarin que l'on a observés il y a quelques semaines. Donc les Russes, instrumentalisation réciproque. La question qui se pose aujourd'hui parmi l'entourage de Vladimir Poutine, c'est qui tient la barbichette de qui ? Est-ce que c'est Poutine qui tient Assad par la barbichette ou l'inverse ? Les opinions sont très très partagées en Russie même. Merci, désolé d'avoir respecté mon rôle d'universitaire et débordé. Merci beaucoup, Aurélie Campan. 16 minutes, pile 44 secondes. C'est pas si mal. Mais je vois qu'on a le même truc. Hein? Puis le truc, là, c'est que, bon, il y a un carton de 5 minutes, un de 3 minutes, un d'1 minute. Quand on présente, on voit le 5 minutes, on fait « oui, oui, c'est bon ». Là, on voit le 3 minutes, on fait « oui, oui, c'est bon ». Puis là, après, on fait semblant de ne pas voir le 1 minute. Donc, ça a été le truc d'Aurélie. Mais c'est mon truc aussi, donc bravo. Paul Lanz, you're going to conclude the panel with a presentation on U.S. foreign policy in the Middle East. So we talked about Russia. Maybe you didn't understand, but that's fine. We can talk about this after the panel. Yeah, I can speak a little about Russia. But it's your turn now. Thank you. Merci, Fred. You need a mic. Oh, I do. Yes, there we go. Merci, Fred. Bonjour. Je m'excuse de ne pas parler couramment le français. Le reste de cette présentation sera en anglais. I did it. I practiced that for a long time on the plane here. Okay, so my presentation today will examine American foreign policy in the Middle East, specifically looking at the last 6 years of President Obama's administration and President Trump's administration. And I'm arguing today that we're at a very important juncture for the future of the liberal international order. Since the end of World War II, American foreign policy has as its theoretical basis liberal internationalism. Liberal internationalism promotes the political theory of liberalism, democracy, self-determination, capitalism, but more specifically, that international powers should work with international institutions in helping to promote peace and cooperation. As part of this, it's been argued by American academics that we're seeing an American-led liberal hegemonic order, where America has primacy and is exerting its influence around the world, and has done so since 1945. And so what I want to focus on today in my talk is how that's impacted the Middle East, specifically since 9/11. American foreign policy under the Obama administration adheres to what is known as multilateralism as part of liberal internationalism. We've seen this within the Iranian nuclear deal and limited attempts in dealing with the Syrian civil war. There has also been efforts in what is known as realism to use realpolitik and offshore balancing. The United States is said to be using primacy to influence, since 1945, Western Europe, Asia, and the Middle East, and act as a regional stabilizer. America's task is to prevent destabilizing arms races, nationalist rivalries, and the reversion to a very bad old pre-World War II days of balance of power politics between regional powers. However, since 2001, we've seen the rise of transnational terrorism as well as ethnic civil conflict. The other panelists have talked about Syria and the history of Syria, and I was very fascinated with the parts that I could actually understand. But here are examples of the ethnic breakdown. I also have used this PowerPoint for my lectures in Northern Arizona University, so I'm going to skip through some of these to talk a little bit about the impact of the Syrian civil war. The Syrian civil war really has its origins in 2006, 2007, up until 2010.
there was a severe drought. It was a 3-year drought that was the largest on record in the region. This drought exacerbated existing water and agricultural insecurity, and it caused massive agricultural failures and livestock mortality. This decline in groundwater led in the suburbs. I don't know if this has a pointer. Tell me the town. If you want to go up to the top north of the Euphrates, there were severe droughts up. That's the Kurdish area of Syria. The Euphrates is part of the Fertile Crescent of Syria. But as a result of the agricultural losses, many of the townspeople moved to the cities of Damascus, Hama, Homs, and Aleppo. In March of 2011, this is when the Syrian civil war starts, because Bashar al-Assad, pictured here on the right, he decides to crack down, similar to what his father did in the 1980s, against these protesters. So you have internal migration from the rural parts of Syria into the cities, and then as a result of that, you also have young people, the middle class, coming out to protest the regime, and the response was essentially the killing of a number of protesters. And as a result of this, you have the start of the civil war. And this is the example of his policies. And with the Arab Spring reaching Syria, and here I've posted a timeline to kind of give you an idea of what's happened in the region. The Syrian army deploys to quell the uprising. You have the creation of various factions who split off from the Syrian army, the development of the Free Syrian Army. You have the Al-Qaeda affiliate al-Nusra come about. Hezbollah enters the war. Saudi Arabia, Qatar, UAE begin to fund the rebels. You have the development of ISIS. The important aspect about the Syrian civil war is that with the United States invasion of Iraq in 2003 and the civil war in Iraq that follows from 2003 to 2006, you then have elements of sectarianism play a role in the dissolution of the Iraqi army and the conflict within Iraq. But this leads to further sectarianism within Syria. It leads to further response against the Assad regime, and it sees regional powers, Saudi Arabia and Iran, begin to use Syria as a proxy. Now, this will impact the international relations of the region when Russia intervenes along with the United States, beginning to fund the rebels and then try to provide training camps. But there's a little bit of controversy around this, and that's what I want to speak to now as how this is going to impact the future of the region. So with U.S. foreign policy, you have on the left the American perspective. We're focusing on everything was against the USSR. On the right, you have the Russian perspective, how all of the regions of the world, a majority of them, are located on Russia's borders. It is this that influences both American and Russian foreign policy. And I just love these two photos. So, as I was mentioning, U.S. foreign policy, broadly defined, is to promote liberalism, promote self-determination, and to protect our political and economic interests. If we look at the Middle East, during the Cold War, this involved containment. It called for protecting the global oil supply, and it called for supporting Israel. Post-Cold War, not much changes, except for the fact that the U.S. is now the sole superpower in the world and seeks to try and influence the various regions of the world as a result. And then finally, in post-9/11, we are essentially trying to promote stability and to promote American interests, such as protecting Israel, but also trying to contain Iran. And so what this will mean for U.S. foreign policy in the Middle East moving forward essentially looks at a few important aspects of international relations. And I want to just touch upon those briefly. The first is the nature of anarchy. The nature of anarchy is referring to the fact that since 9/11, and specifically since 2003 and the U.S. invasion of Iraq, is that we now have
a region that is responding to the United States as another occupier. That the United States is an imperial power just as the British and the French were prior to us. It has increased Syrian sectarian tensions and also increased the power of regional actors such as Saudi Arabia and Iran. The future of the region will be determined by the Iranian and Saudi conflict within the region, which just goes back to age-old conflict between Sunni and Shia Islam. With the continued authoritarianism and the continued prevalence of international influence in the region, it's going to make the region very hard for economic integration and peace to actually happen. And I want to explain why that's the case as a result of both Russian foreign policy and American foreign policy. So the Obama administration, since the Syrian civil war started, and initially he actually came into office with the objective of reducing the U.S. military and political presence. The occupation of Iraq and the excesses of the war on terror left the United States overextended, especially in a time of economic crisis. By trying to reduce our footprint in the region, this meant not only reducing its material presence, but also exercising diplomatically and stepping back and trying to have our allies take on more of the responsibility. This is known in the literature as offshore balancing. The continued sectarianism within the region, especially within Iraq, has led to the disintegration of the Iraqi military, as I said, and the rise of ISIS. While endorsing the Arab uprisings, many of the protests faltered and authoritarianism endured. Ultimately, the Obama administration had wanted to avoid deep military commitments in Syria and to extricate U.S. forces from Iraq. It secured a nuclear deal with Iran and endorsed hesitantly the Arab uprisings. It pushed for democratization in Egypt while using U.S. foreign aid as a tool of coercive diplomacy to try and bring about democracy. But it also tried to promote Israeli-Palestinian peace, which has all but been forgotten. And so what this means for the future of the region is that since the Obama did not want to fully involve the U.S. in another Middle East war, the offshore balancing strategy of arming the opposition was approved 2 years after the Civil War. The opposition became fragmented, and in order to support the continued fighting of the rebels, you also had the Saudis and the Qataris and the Emiratis providing assistance as well. Russia steps in to protect Assad, and Iran is also helping along with Hezbollah. And so what we've seen since the end of the Obama administration is the Trump administration essentially using the same type of rhetoric that the Obama administration did, and in developing a foreign policy doctrine, you could essentially call it the anti-Obama doctrine, because everything that's been said publicly has been about the issue of going against the fact that Obama issued the red line against Assad's use of chemical weapons, but never followed through, instead wanting more of this multilateral aspect of negotiations, getting congressional approval. So Obama was accused of leading from behind. The Republicans in America have criticized him over and over again from leading from behind. He even tweeted prior to running for office that Obama should get congressional approval before going to war. And essentially, Trump is a huge hypocrite, and many in America have said so in bringing up his past tweets. So the use of social media can be very, very damning if you want to run for public office. So take note if anybody wants to do that in the future. So the Trump administration has essentially, I argue, moved more towards primacy with the attack just recently on the military base, or the air base, within Syria. The Trump administration's statements on Middle East policy were scant and stated that there would be a commitment to go after ISIS and closer cooperation with Russia in the future of the region. So that leads me to wonder, what will Russia do?
Vladimir Putin has said that these attacks are a significant blow to the relationship and is willing to suspend our cooperation efforts. What is Iran going to do? Iran has supported the Assad regime with the Iranian Revolutionary Guard. Our allies, Saudi Arabia, Turkey, and Israel, have supported the strike. Germany, Great Britain, and France have also supported the strike. What we need, though, is further international support. The use of coercive diplomacy, the threat of future strikes, might and should be kept as an option, but a multilateral effort at battling ISIS should be done in conjunction with strengthening the enforcement of UN Security Council resolutions 2254 and 2268. These call for a cessation of hostilities and an end to sieges and an unencumbered access for humanitarian assistance, along with an 18-month period of political transition. These are principles that Russia agreed to. The international community has stood by for 6 years as the civil war has spun out of control. Time is of the essence to ensure political principles, which are the foundation of international order, are not disregarded for the sake of political opportunity. The use of force is not going to create a more secure future, but instead will widen the cracks within the liberal international order. And so what American foreign policy is continuing to have to do since 2003 is to decide whether or not it wants to believe in liberal internationalism and follow through with it, or if we're, as we've seen so far with the Trump administration, it wants to lend itself more to primacy and trying to use coercive diplomacy to threaten international actors to do what it would. I will argue and have argued in the past that this is unacceptable and that offshore balancing in wanting to put the onus on our allies is not possible in a place like the Middle East, because these actors are so reliant upon the United States that they are not willing to take on the burden of actually creating a security infrastructure that can defend themselves. Thank you very much. Thank you, Paul. Il est 12h04, on a peut-être pris un petit peu plus de temps que ce qui était prévu. Mais malgré tout, il nous reste un bon 25 minutes pour une période d'échange, Q&A session. Vous pouvez poser vos questions en français si vous êtes plus à l'aise en français. Si vous avez des questions à poser à Paul, et je pourrais traduire les questions. On va commencer avec Ferry de Kharkov. I was going to ask them in English for Dennis, mais je vais le faire en français. Peut-être qu'il faudrait que j'attende que tu abandonnes ton uniforme pour répondre en détail en ça. La reconfiguration dont vous avez parlé, mon général, est-ce que ça n'appelle pas aussi une réflexion sur la reconfiguration du mandat et pas simplement de la distribution des forces? Je suis certain que la réponse est non, mais s'il y aurait moyen d'avoir une réflexion peut-être plus en profondeur, compte tenu du fait que dans le Sinaï, on sait exactement ce qui se passe dans la mesure où Israéliens et Égyptiens sont en parfaite cahoute. For Paul, a quick question. Sure. In 2010, Richard Haas came to Cairo in front of an elite panel. His first comment was, and he got ripped to shred, he said, American foreign policy toward the Middle East has generally been very benevolent. Is there such a thing as a benevolent foreign policy? Oui, évidemment, la réponse est non. Give me more. Le Treaty of Peace, ça vient de, comme j'ai dit déjà, 1978. Et nous, on vérifiait exactement les mêmes choses aujourd'hui qu'on a vérifié en 1982. Et ça continue. C'est seulement la façon qu'on fait notre mission. La façon qu'on fasse notre mission a changé. Et pas le mandat. Et il faut poser cette question à nos amis israéliens qui va répondre en disant « Who's coming after Sisi ?» Et je laisse ça sur la table. The simple answer to your question is no. And the reason I say that is it's benevolent for certain U.S. administrations in the Middle East when it came to Israel or it came to Iran under the Shah.
But lately, what we've seen is it's strictly political and economic, and we don't trust any of these actors in the region, you know. And as we've seen with the Saudis, even the Saudis will say one thing to us publicly and then go behind our backs and do completely different things. So it kind of puts out on the table that, yes, I am a realist and believe that we cannot, there's certain actors, and I don't mean just in the Middle East, we can't trust them. And so American foreign policy will always be one that is self-centered towards themselves. That doesn't mean that us Americans are self-centered. Let me qualify that. Us Americans are not. Well, some of us are, but many of us are not. So, you know, that's one thing that I would like to caution everyone, is don't judge Americans by our leadership. Because historically, we've elected certain segments of our population, you know, and because of the Electoral College, elect the president, and we often get huge disparities in and huge arguments and ineffectiveness that Fred can tell you about when it comes to Congress in trying to get stuff accomplished. Stéphane Winter. Monsieur Delorimier, j'ai beaucoup apprécié votre remise en contexte de l'évolution de la diplomatie canadienne. Deux questions par rapport au Hezbollah, à vous qui étiez sur place à l'époque. D'abord, le Hezbollah, comme État à l'intérieur d'un État au Liban, c'est un fait, mais était vu comme il était toléré, même vu comme légitime pendant très longtemps, depuis Taïf, justement parce qu'on laisse le Hezbollah garder ses armes, administrer le Sud, tant qu'il ne revendique pas le pouvoir sur le pays entier. À quel moment est-ce que ça a commencé à changer? À quel moment est-ce qu'on commence à voir cet État à l'intérieur d'un État comme inacceptable? Deuxièmement, peut-être que vous pourriez nous rappeler l'attaque du Hezbollah sur les soldats dans la zone frontalière en 2006. Les raisons pour ça, pourquoi est-ce que ça a été lancé? Il y avait une histoire d'un échange de prisonniers politiques, voire de guerre, avec Israël, qu'Israël avait traîné les pieds, avait renoncé à faire l'échange. Peut-être vous pourriez nous remettre dans le contexte-là, parce que sinon on a l'impression que le Hezbollah, bon, c'est irrationnel ce qu'ils font, sont des terroristes, c'est comme la météo, c'est imprévisible. Merci. Merci. Je réponds à la deuxième question en vous disant que, effectivement, l'attaque sur la frontière, officiellement, selon le Hezbollah, ça avait été annoncé plusieurs fois auparavant que le Hezbollah ne renonçait pas à ses attaques contre les Israéliens dans le but de kidnapper des soldats israéliens et ensuite de s'en servir comme monnaie d'échange pour les Libanais dans les prisons israéliennes qui ont été condamnés pour soi-disant des activités terroristes. Alors ça, c'était une des raisons officielles. Une autre raison, c'était que vous vous souviendrez que juste avant cette guerre, le Hamas a aussi kidnappé un militaire israélien et que déjà Israël était en train de détruire Gaza par des bombardements, etc. Et alors ce qu'on dit, mais il faut le vérifier, c'est que possiblement aussi que le Hezbollah cherchait ou avait été un peu mandaté par l'Iran pour chercher à enlever la pression sur le Hamas à Gaza en faisant une opération de diversion sur la frontière. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que le Hezbollah ne s'attendait pas aux résultats qu'ils ont obtenus. Ils croyaient que, comme par le passé, quand il y avait des actions contre Israël, ça finirait toujours par un cessez-le-feu, puis une discussion, une négociation, etc. Alors ça, c'est l'information que moi j'ai. Pour ce qui est de la première question, je ne suis pas certain que j'ai totalement compris. Je pense que ce qui est clair, c'est que c'est Sabra Shatila qui a été le moment déclencheur en 1982, qui a été le moment déclencheur de
du militantisme du Hezbollah, de la résistance du Hezbollah. En tout cas, non pas qu'ils n'existaient pas auparavant, ils existaient, mais il semble que ça a été le moment historique qui a fait du Hezbollah ce mouvement de résistance qu'on a découvert en 2006, nous ici en tout cas. Pierre Razou. Oui, merci. I just have two quick questions for Paul Lantz concerning the U.S. policy in the Middle East today. Could you please elaborate a bit more on who makes the U.S. policy towards the Middle East? Because obviously Mr. Trump does nothing or knows nothing about the region. So he doesn't read books. Yes. So according to your analysis, Okay. who is making the policies? Is it Jared Kushner, Steve Bannon, Mr. Tillerson, Mr. Mattis, or Mr. McMaster? This is the first question. And the second question, which is related to this one, is how, in your views, how the US administration will succeed to reassure Saudi Arabia and the Gulf monarchies when at the same time their geopolitical interest is to maintain the price of oil barrel very low. Thank you. Thank you. Okay. We can take another question if you want to take time. Or you can answer. No, I think I'm ready. Right away. Okay. Go ahead. See, who makes foreign policy? I think the ideological strategy is done or has been done by Steve Bannon, and his ideology is, it's what we call in the States alt-right or fascist, which would be a better term. He essentially wants to destroy neoliberalism. He essentially wants to just knock it all down and see what happens and put up new institution in its wake. I don't think that's going to be able to happen, thankfully, because of our Constitution and the separation of powers. So I think actual policy decisions, and he, according to Trump, he said that he's essentially devolved power and allowed the military to make the decisions because we have the hugest, best military. And he has the best generals. And so he's allowing them to make these decisions. And so I think you have the National Security Advisor, the Secretary of Defense, who are leading the charge and advising Trump about what decisions are best when it comes to Middle East foreign policy. Because I will say the Secretary of State is absent from this because he hasn't even had undersecretaries put into place yet. So there's really no foreign policy influence yet. He's basically just going around the region and to Russia now and Europe and Asia as a mouthpiece for the Trump policy that's been made at other levels of the administration. Oh, and then the second part of your question, oil, yes. The U.S. administration is essentially continuing, I think, the Obama administration's policy of allowing the Saudis free rein in promoting their interests and providing funding to the rebels because we essentially have chosen sides in a sectarian war between Sunni and Shia Islam, in this case in a regional struggle for hegemony between Iran and Saudi Arabia. We've picked Saudi Arabia and we've allowed them a little bit of free rein and even assisted them in fighting in Yemen with the use of drones. And so I think the Trump administration most likely will continue, at least in the short term, the Obama administration's policy of allowing the Saudis free rein as long as they don't take a step too far. What will happen after that, we have yet to know. Bonjour. Mon nom est Diane Morissette, je suis une retraitée de la fonction publique fédérale, donc j'ai servi sous le gouvernement conservateur. Si vous me permettez, une anecdote et une question à chacun des participants. Mon anecdote est la suivante. Je me suis rendue au Liban et en Syrie de 2000 à 2010 sur une base personnelle. L'an 2000, c'était la journée où la deuxième intifada a recommencé. C'était un pur hasard. Et en 2006, je suis retournée au Liban 3 semaines après la guerre. Et l'anecdote est la suivante. J'avais pris un taxi collectif de Damas vers Beyrouth.
on a roulé évidemment sur des ponts de bois parce que toutes les infrastructures avaient été, si vous voulez, détruites. Et à la frontière, j'ai évidemment montré mon petit passeport canadien. Et dans le taxi collectif, il n'y avait que des Syriens, des Libanais. Alors, ils m'ont dit en chœur « Canada, very bad » et « Hezbollah, very good ». Alors qu'en 2000, on se présentait comme citoyenne canadienne dans la région et on était vu comme « very good ». Alors, ça pour vous dire qu'une touriste subit, en quelque sorte, les effets des changements de nos politiques gouvernementales. Ça a l'air banal, mais c'est ça qui se passe, on le sent. La question que je voulais vous adresser, M. Delorimier, c'est quel rôle joue actuellement, à votre avis, l'Arabie saoudite au Liban, sachant qu'elle a aidé beaucoup à la reconstruction de ce pays au temps de Hariri père, et quel rôle peut jouer M. Hariri fils dans le contexte de la crise au Moyen-Orient? Ma question pour vous, M. Thompson, que se passe-t-il dans la mission de paix dans les hauteurs du Golan, Golden Heights? Est-ce que c'est tranquille? C'est quand même à la frontière syrienne et israélienne. Ma question pour vous, Mme Campana, vous avez parlé du rôle tactique et stratégique de la Russie, mais est-ce que la Russie n'avait pas aussi des intérêts géostratégiques réels à protéger dans le conflit, sachant qu'ils avaient une flotte qui leur donnait accès à la Méditerranée, hein, n'est-ce pas, et consentie par le gouvernement syrien? Il y a eu une présence quand même russe importante au temps de la guerre froide. On envoyait d'ailleurs toujours des traces quand on circulait en Syrie, notamment beaucoup d'affiches écrites en russe, des étudiants syriens qui allaient en Russie. Bref, je veux comprendre qu'au-delà du positionnement qu'ils sont donnés dans cette diplomatie nouvelle, ratée, je dirais, ils avaient quand même, je pense, des intérêts à protéger. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Et pour vous, M. Lenz, how do you explain the statements made yesterday by the Secretary of State and the Secretary of Defense, saying basically that Iran is responsible for everything bad happening in the Middle East, while Saudi Arabia is a wonderful friend? We know that, probably from an American perspective, but why this statement at this moment? And my second question for you, don't we see a little bit of deterrent factor at play? You know, deterrent factor. I'll show you my big muscles, and then it will calm down your potential action against me. OK, désolé si j'ai pris tant de temps. Vous n'avez pas de questions pour moi? Could you repeat the second question? The deterrent factor, you know, which is used in international defense policy. Did you get it? Okay. Merci, Monsieur le Président. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. La prochaine fois, on vous invitera peut-être à animer. C'est fort intéressant, tout ça. On va prendre, si vous le permettez, par contre, les deux dernières questions et on va terminer avec les réponses de tout le monde. Mon nom, c'est Adib. Je suis retraité d'origine syrienne. J'ai une petite question à Mme Campana. Vous avez parlé du pourcentage des musulmans en Russie. Il me semble qu'il est encore plus élevé dans l'armée russe. Et dans ce cas-là, est-ce que ça va faire une limite à la durée d'intervention de M. Poutine en Syrie? Merci beaucoup. Et monsieur? Bonjour, moi c'est Magadelia. Je suis d'origine égyptienne et je m'adresse au major général Demi Thompson. Comment voyez-vous le développement du conflit au Sinaï? Et puis, si vous voulez, parce qu'il me semble que vous avez eu des remarques sur les interventions de l'armée égyptienne, alors si vous voulez élaborer un peu là-dessus. Merci. We have 10 minutes left, so maybe 2 minutes each, and we'll conclude after that. Who wants to start? OK, on va faire comme ça. Ouais. Non, la réponse à la dame, elle est là. S'agissant en tout cas de la réputation du Canada au Liban, il faut dire que lorsque le premier ministre a déclaré que la riposte d'Israël avait été mesurée dans les circonstances, je cite ses paroles, nous, à l'ambassade, on est presque descendus aux abris, hein, parce que, je veux dire, c'était, je m'excuse, mais bon, c'était très problématique comme déclaration. S'agissant d'Hariri, je dois dire que ça fait longtemps que je suis parti du Liban, moi, mais et probablement que Sami Aoun, qui lui est beaucoup plus au fait, pourrait vous répondre là-dessus.
ce qui me frappe, en tout cas, c'est que, et j'ai bien aimé le commentaire de M. Winter ce matin, c'est que c'est un pays, il faut se poser la question de savoir si c'est un pays possible, le Liban. Vous avez le Hezbollah qui a confisqué littéralement au gouvernement libanais la capacité d'intervenir par la force, alors que ce même Hezbollah est un parti politique qui participe à la vie politique et au Parlement. Alors, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les chrétiens. Puis, soit dit en passant, moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les sunnites ont leurs chrétiens, puis les chiites ont leurs chrétiens. Non, c'est vrai. Le général Aoun, hein, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, puis les Druzes. Alors, bien sûr, je ne suis pas trop inquiet pour la question économique, je termine là-dessus. Il y a tellement d'argent dans la région, puis cet argent-là se retrouve au Liban dans des quantités absolument incroyables. Alors, tant qu'il y a une paix relative, bon, peut-être qu'ils peuvent se stabiliser économiquement, mais il reste que politiquement, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Pardon? La réponse cet après-midi. Le pétrole, les pays du Golfe, etc. Très rapidement, parce que moi, je ne suis pas un expert sur UNDOF. J'ai travaillé avec l'MFO. Si ça, c'est le Golan Heights, au nord, c'est sur le côté syrien, c'est l'armée syrienne. Au centre, c'est El-Nusra de Al-Qaïda. Et au sud, c'est État islamique, une autre brigade qui est liée à l'État islamique. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile pour la mission de maintien de la paix de faire de suivre leur mandat, parce que le mandat est lié seulement avec l'armée syrienne. Ils sont en train de réoccuper les postes d'observation qu'ils ont quittés il y a 1 an et demi, sauf que s'ils sont en face d'une organisation comme Al-Qaïda ou État islamique, ça va être trop difficile. Et moi, on a eu des conférences avec tous les force commanders dans la région, le CHIP, UNDOF, Liban, moi-même et UNSO qui était à Jérusalem, et on a parlé de ce défi. Et moi, j'ai dit que chez moi, on utilise la technologie. Peut-être c'est le temps les Nations Unies d'entrer dans le 21e siècle, mais on verra. Il m'a envoyé un spécialiste pour échanger des idées que nous, on a. Comme j'ai dit, c'est plus simple pour moi parce que je ne travaille pas dans cette grande bureaucratie. Pour le Sinaï, par exemple, en 2015, on a eu environ 200, les forces égyptiennes ont eu environ 200 pertes dans le Sinaï et 350 environ en 2016. Ça devient de pire en pire, presque un soldat par jour en moyenne qui est perdu au Sinaï. Je pense que le problème est que le haut commandement, il veut qu'ils établissent la sécurité avant de faire le développement. Et moi, c'est plutôt, il faut prendre une approche compréhensive où on a la sécurité en même temps que le développement. C'est ça qu'on a essayé de faire en Afghanistan. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Oui, vous avez raison. La Russie a des intérêts géostratégiques, le port de Tartous, mais ce n'est pas la raison principale qui a motivé son intervention. Pas plus le fait que la Syrie est depuis plusieurs décennies un État client clé pour la Russie, la vente d'armes entre autres. D'ailleurs, la Russie a continué à opérer le port de Tartous, même en pleine guerre civile. Ils ont commencé à le moderniser à peu près en 2012-2013, et la force qui s'est installée est partie de là, entre guillemets. Oui, la Russie en a besoin, mais elle pourrait faire sans, à la limite. Elle pourrait se projeter, surtout depuis qu'ils ont annexé la Crimée. Alors, il faut toujours passer les détroits et faire des sourires aux Turcs. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà été à Istanbul, mais quand les navires russes passent, vous pouvez quasiment toucher les soldats du bout de la main quand vous êtes au bord du Bosphore.
mais ça complexifie un peu la chose, mais pas tant que ça pour la Russie. Concernant le pourcentage élevé de musulmans dans l'armée russe, je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas s'ils sont plus élevés que le pourcentage total de musulmans dans la population russe. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que jusqu'à présent, ça n'a jamais été une limite. Il ne faut pas oublier que l'armée russe est intervenue massivement en Tchétchénie à 2 reprises, la deuxième fois durant à peu près 10 ans, et que cette intervention s'est poursuivie dans les autres républiques du Caucase. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que dans certaines régions de Russie, il y a une très grande méfiance de la part de l'armée vis-à-vis de la conscription de jeunes musulmans. Ça se voit beaucoup au Caucase du Nord, ça commence à se voir de plus en plus dans l'Oural parce que les Russes commencent à prendre la mesure de la montée de l'islam radical sunnite dans ces différentes régions et certains se posent, dans l'armée, se posent des questions quant à la loyauté des conscrits qui vont intégrer l'armée durant 1 an ou 2 ans. Mais de là à dire que ça va limiter l'intervention de la Russie, non, pas du tout. En Syrie, pas du tout. Ce n'est pas un facteur, me semble-t-il, qui joue. Thank you for your question. I think the best way to answer it is that the reason Iran has been viewed as bad and Saudi as the friend has to do with Cold War politics and the fact that for Iran, for the 50s and 60s, from 1953 when we helped overthrow Mossadegh and then had and this leads into 1979 with the rise of the Islamic Republic of Iran. Basically, every administration since then has viewed them as an enemy. And especially once post 9/11, you now had, or I should even say during the Cold War, you had the Saudis supporting our efforts to go after the Soviet Union in Afghanistan. This led the United States since 1936 to support whatever the Saudis' interests were, because they knew that the Saudis would be willing to provide oil on the global market because they had our defense. They were going to use the Saudi Royal National Guard was never an effective fighting force. We, for many years, tried to train them to help them develop as a security force, but they've relied upon the security guarantee of the United States. And I think what this means for a deterrent factor is that the United States will always is always going to stand by the Saudis because of that historic Cold War relationship and because they do not trust the Iranian government. The Bush administration, the Obama administration, and now the Trump administration. But the Bush and Obama administrations always felt that the Iranians were trying to deceive what their intentions were in regards to the nuclear issue and the development of nuclear weapons. So does the United States have a deterrent? We do, in the sense of the ability to launch the missiles as we've seen, to bring our military in to help and assist in training the various militaries of the region. But one of the major problems is that it's the different administrations' views on the region and their differences that have led to an Obama administration that's very hesitant in responding to certain issues, or a Trump administration that's trying to just do the opposite. So the deterrent factor is the fact that we are still the leader of the free world, the fact that we do have a military that can respond to crises in the region. The problem is that there's a lack of political will to do so. What's more important for them is the issue of power and influence. And that's why I was arguing in my presentation that I think you're going to see Russia and China try and pick up the slack in the region in the years ahead. I hope that answers your question. Dennis Thompson, Louis Delorimier, Aurélie Campana, Paul Lanz, je vous remercie pour cet atelier fort intéressant. Oui. Donc, il est 12h30, le repas est libre. Je vous
dis, si vous ne connaissez pas le coin, qu'il y a plusieurs options à votre disposition sur la rue Saint-Denis, pas très loin d'ici. Et on se retrouve donc à 13h45 pour le 3e atelier de la journée, où on parlera à nouveau de la question syrienne. On va parler encore de Russie et tout ça. Donc, je vous souhaite un bon lunch, puis on se revoit tantôt.